Ok. Donc, on va avoir pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de stimulation, de défibrillation, d'ablation, d'arythmie. Je crois que vous avez déjà eu l'arythmo pédiatrique par Alice Maltré. Et surtout, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions particulières. Alors, j'arrive pas à afficher les questions Zoom, mais voilà, si vous avez des questions, prenez la parole. Donc, juste en introduction, pourquoi finalement c'est un problème qui est assez central dans la prise en charge de ces patients-là? Parce qu'en fait, alors vous savez qu'il y a beaucoup plus d'adultes que d'enfants qui ont une cardiopathie congénitale parce qu'on a fait pas mal de progrès. Et surtout, si on prend, par exemple, à droite, c'est une étude qui reprenait les motifs d'hospitalisation en urgence de ces patients-là. Vous avez différentes cardiopathies là, de 1 à 8, et vous avez les principaux motifs d'hospitalisation en urgence. Et en orange, on représentait les motifs liés à une arythmie. Donc, comme vous le voyez, si vous prenez les principales cardiopathies congénitales, la première cause d'hospitalisation en urgence, donc non programmée, c'est des motifs rythmiques. Et pourquoi? Pour différentes raisons, à la fois parce que certaines cardiopathies ont un substrat propre qui est associé à un plus grand nombre d'arythmies, que ce soit des bradyarythmies ou des tachyarrhythmies. Évidemment, on va le revoir ensuite, les chirurgies cardiaques vont largement favoriser le développement de troubles du rythme à distance. Et puis après, on a un remodelage qui peut être multifactoriel lié à la chirurgie, lié à l'âge, tout ça, qui va prédisposer aussi au développement d'un substrat assez propice aux arythmies. Donc, on va commencer par toute la partie pacing et défibrillation. Et on va voir globalement ces items-là. Donc, quels patients congénitaux ça concerne? Quelles sont les indications? Comment on va réussir à stimuler ces patients? Est-ce qu'il y a des complications associées à ces procédures? Et on dira quelques mots de la resynchronisation cardiaque parce qu'on a finalement encore peu de données chez ces patients-là, mais on en aura vraiment de plus en plus. Donc, quel patient, vous le savez, si on stimule un patient, on a deux raisons de le faire. Soit le patient a une dysfonction sinusale, soit il a un trouble de la conduction atrioventriculaire globalement. On a certaines cardiopathies qui sont associées de façon intrinsèque à une dysfonction sinusale potentielle, notamment par exemple les isomérismes gauche, où on ne va pas avoir de nœud sinusal, ou en tout cas un nœud sinusal défaillant, et donc une prédisposition, on va dire, congénitale à la dysfonction sinusale. Et pour les autres, ça va plutôt être des corrections chirurgicales qui vont engendrer on va dire, des cicatrices atriales assez diffuses et qui donc sont propices à la dysfonction sinusale. C'est notamment les switches atriaux, les chirurgies de Senning et Mustard, les ventricules uniques ou les sinus venosus aussi, qui, de par la correction chirurgicale, vont pouvoir léser soit le nœud sinusal, soit en tout cas les vaisseaux qui irriguent le nœud sinusal. Ça, c'est pour la dysfonction sinusale. Pour le BAV, pareil, on a un certain nombre de cardiopathies qui intrinsèquement sont liées à sont associées à des anomalies des voies de conduction et donc à une fragilité de ces voies de conduction. L'exemple le plus caricatural est le BAV congénital ou la double discordance, qui est également associée de façon très importante à l'apparition de BAV pendant le suivi. Mais encore une fois, la grande majorité du temps, c'est finalement plutôt la chirurgie cardiaque proche des voies de conduction qui va précipiter un passage en BAV et donc une implantation de pacemaker. Là, je vous ai remis une étude relativement récente américaine sur plus de 100 000 patients congénitaux opérés. On a fait beaucoup de progrès parce que les chirurgiens connaissent mieux les voies de conduction, savent mieux comment les traiter pour justement éviter les troubles de la conduction post-opératoire. Mais dans cette série, on arrivait à un taux d'implantation d'environ 1% si on prenait toutes les chirurgies cardiaques congénitales regroupées, avec quand même des chiffres qui varient pas mal en fonction de la cardiopathie. Vous voyez par exemple que pour les doubles switch, on avait 15% des patients qui sortaient avec besoin d'un pacemaker avant la sortie d'hospitalisation. Donc c'est variable, hein, ça dépend de la chirurgie, en moyenne 1%, mais on arrive à certaines chirurgies avec 15% de pacemaker en post-opératoire. Du coup, si on prend quelques grandes cohortes de certaines principales cardiopathies, vous voyez, on a quand même un taux d'implantation de pacemaker intenté qui est assez important. Vous voyez, on peut arriver à jusqu'à 1 patient sur 4 chez les switch atriaux, 1 patient sur 5 pour les ventricules uniques. Donc, c'est quand même une proportion vraiment très importante des patients qui sont implantés finalement avec un pacemaker. Quelles sont les indications? Alors là, il n'y a pas beaucoup de spécificité dans ces patients-là. On a quelques papiers de recommandations pour nous aider. Et finalement, en dehors des BAV de haut grade, qui seront des indications un peu comme chez les patients non congénitaux à être appareillés, et la seule, on va dire, cardiopathie qui a vraiment une indication spécifique, ce sont les BAV congénitaux, donc les BAV congénitaux sur cœur sain, sans cardiopathie structurelle. Là, vous avez les critères qui sont précisés ici pour vous guider dans l'implantation, qui vont être donc des QRS larges, des arythmies ventriculaires, une dysfonction ventriculaire qui apparaît, une fréquence cardiaque moyenne inférieure à 50 par minute ou une prolongation de l'intervalle QT. Mais globalement,
le critère qui est le plus souvent utilisé, c'est la fréquence cardiaque moyenne inférieure à 50 par minute, parce que souvent les BAV congénitaux, si la tolérance est bonne, si la tolérance est mauvaise, bien sûr, il va être appareillé rapidement, mais si la tolérance est bonne, ils ont tendance à petit ralentir la fréquence cardiaque moyenne. Et quand vous arrivez à moins de 50 par minute, il faut proposer une implantation prophylactique. Les autres critères sont beaucoup plus rarement atteints, les échappements à QRS large, les arythmies ventriculaires, choses comme ça. On peut parfois également avoir une dysfonction ventriculaire qui apparaît, qui est probablement la deuxième indication d'implantation chez ces patients-là. Après les autres perturbations hémodynamiques, forcément, le patient ne sera pas asymptomatique, donc vous l'aurez implanté parce qu'il est symptomatique. Et la prévention des arythmies atriales, c'est plus discutable. C'est les patients qui font, en gros, qui alternent des arythmies atriales et de la bradycardie, de la dysfonction sinusale. Chez ces patients-là, on sait que mettre un pacemaker, ça peut évidemment jouer sur le côté dysfonction sinusale, mais probablement aussi, chez une certaine proportion de ces patients, diminuer le risque d'arythmie également. Ensuite, quand on met un pacemaker chez ces patients-là, est-ce qu'on doit les programmer de façon un peu spécifique? Alors oui, il y a certaines choses à connaître. La première, c'est que ces patients, par rapport à des patients non congénitaux, ils font beaucoup plus d'arythmies atriales organisées, c'est-à-dire des flutters, des tachycardies atriales, beaucoup moins fréquents chez les patients non congénitaux. Et donc, on a l'anti-tachycardia pacing. Je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est, mais en tout cas, on l'utilise notamment dans les ventricules. C'est en gros le pacemaker qui se met à stimuler un peu plus vite qu'une tachycardie pour la casser. Et ça, c'est des algorithmes qu'on peut utiliser dans l'oreillette, programmés dans les pacemakers pour justement essayer de traiter ces arythmies quand elles surviennent. On doit aussi utiliser des algorithmes pour minimiser le pacing, c'est-à-dire que ces patients-là ne sont pas toujours en bloc, par exemple, permanent, et on a maintenant des algorithmes qui nous permettent justement de demander au pacemaker de stimuler que si le bloc apparaît. Et c'est important parce que, premièrement, ça permet d'augmenter la longévité de la batterie chez ces jeunes patients. Et aussi, on sait que les QRS spontanés, le plus souvent sont meilleurs pour l'hémodynamique que des QRS stimulés qui vont être larges, comme ici, par exemple. Donc, on doit essayer de minimiser le pacing autant que possible chez ces patients-là. Et la dernière est peut-être la plus importante, c'est vraiment d'adapter les réglages aux patients et en fonction de l'âge du patient et de son niveau d'activité notamment, parce qu'on a des patients qui sont vraiment jeunes, très actifs, et on ne va pas du tout se contenter des réglages, on va dire, d'usine du pacemaker qui va être bridé à 120 ou 130. Il ne faut pas hésiter à mettre des fréquences de suivi maximales beaucoup plus élevées que d'habitude, et s'il le faut, faire les épreuves d'effort pour contrôler les pacemakers à l'effort et voir si tout marche comme prévu. Comment on doit stimuler ces patients-là? En fait, vous le verrez pareil pour l'ablation par cathéter, mais un certain nombre de challenges à surmonter. Le premier étant d'accéder aux cavités cardiaques, ce qui n'est pas toujours simple pour différentes raisons. Là, je vous ai mis deux petits exemples. Si forcément le patient a un fronton extracardiaque, si vous arrivez par voie veineuse, par voie subclavière et veine capsule, vous allez arriver dans le tube, mais à aucun moment vous pourrez aller dans le cœur. Donc évidemment, vous ne pourrez pas y mettre un pacemaker classique, on va dire, endocavitaire. C'est aussi des patients qui ont parfois des longues histoires médicales, chirurgicales, réanimatoires, avec des cathétérismes multiples et parfois des occlusions veineuses. Donc, c'est important de faire un contrôle des accès vasculaires avant de se lancer dans une procédure comme ça chez ces patients-là. Et donc, c'est quoi les différentes options? Finalement, chez les enfants ou même chez les congénitaux, notamment de cours de chirurgie, on a finalement relativement fréquemment recours à l'appareillage épicardique, qui est pour autant beaucoup plus rare chez les patients non congénitaux, donc des sondes en épicardique. On peut être amené à travailler avec nos collègues, notamment les vasculaires, qui nous aident parfois à créer des chemins en faisant des angioplasties pour accéder aux cavités cardiaques. Et après, on a des choses plus créatives. Alors, le pacemaker sans son, c'est pas vraiment créatif, mais en tout cas, c'est en train de se développer et on commence à l'utiliser aussi de façon plus large chez les patients congénitaux. Et des approches créatives, comme là, par exemple, un pacemaker iliaque chez un patient qui avait une occlusion veineuse de la veine capsule. Il y a encore des choses qui sont plus originales, mais il faut bien peser quand même l'indication de faire ce genre de procédure parce qu'il y a quand même un risque de complication qui n'est pas négligeable. Et donc, chez ce patient-là qui avait un fronton extracardiaque, ils ont décidé, au lieu de le mettre en épicardique, je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont pas mis en épicardique, mais de le mettre par voie vasculaire en faisant une ponction ici entre l'AP et l'oreillette pour ensuite mettre des sondes endocavitaires. Donc, c'est des choses, voilà, on est parfois amené à se poser des questions et à discuter d'options un peu comme ça, fantaisistes, on va dire. Mais il y a un risque de complication qui est à considérer quand même. Une chose importante également, je vous parlais des accès vasculaires tout à l'heure et de bien confirmer qu'ils sont bien disponibles et pas sténosés. C'est vrai et c'est très vrai surtout chez les patients qui ont les switches atriaux. Vous savez qu'il peut y avoir des sténoses, des chenaux, caves. Et donc, chez un patient, par exemple, ici, qui avait un pacemaker en place et c'est qui on devait upgrader pour mettre un défibrillateur,
et ben, on a fait une angiographie avant et vous voyez bien la sténose ici, en plus associée à une suite du chenal sup. Et donc, dans ce cas-là, c'est très important. Alors là, on a fait une extraction au laser des sondes de pacemaker pour ensuite mettre un stent afin de bien réouvrir cette sténose et ensuite mettre une nouvelle sonde de défibrilation. Il ne faut surtout pas stenter avec des sondes de pacemaker en place parce que sinon, vous allez coincer les sondes entre la paroi et les stents et si un jour il y a une infection ou vous devez extraire le matériel, vous ne pourrez plus le faire. Donc ça, c'est, on va dire, la première problématique, c'est-à-dire accéder au cœur chez ces patients avec parfois des anatomies un peu particulières. La deuxième problématique, c'est, alors surtout chez les enfants, mais c'est que c'est les patients qui vont grandir avec plusieurs problématiques à prendre en compte. Là, vous avez un exemple de pacemaker qui était en endocavitaire, implanté chez un enfant qui, avec la croissance, vous voyez, devient très tendu, la sonde et finit par s'arracher et donc devient non fonctionnelle. C'est pour ça qu'on apparaît souvent les enfants en épicardique ou alors, si on le met en endocavitaire, on laisse du mou sur la sonde pour justement accompagner la croissance. Tout à l'heure, je vous parlais d'un cas où ils ont mis un pacemaker endocavitaire chez un patient qui avait un fontan avec cette ponction transpulmonaire. Il faut garder en tête quand même qu'à partir du moment où vous mettez des sondes chez un patient qui a un shunt persistant, vous vous exposez à un risque embolique. Ça, c'est une série qui avait comparé justement le risque embolique des patients implantés avec ou sans shunt, et y compris chez les patients qui gardaient un traitement anticoagulant en prévention des accidents emboliques. Vous avez quand même un surrisque embolique chez ces patients-là. Donc, en théorie, avoir un shunt persistant, c'est une contre-indication à avoir du matériel endocavitaire. Il faut plutôt privilégier l'épicardique. Si jamais vous n'avez pas le choix, il faudra de toute façon mettre un traitement anticoagulant chez ces patients. Et ensuite, il y a un certain nombre de patients qui ont des valves tricuspides soit plastifiées, soit remplacées. On n'aime pas trop passer à travers la tricuspide, ou en tout cas, les chirurgiens n'aiment pas trop qu'on le fasse. Donc, dans ce cas-là, on a d'autres solutions. On peut mettre soit une sonde directement dans le sinus coronaire pour justement ne pas passer à travers la tricuspide. On peut mettre bien sûr un pacemaker sans sonde ou encore une fois un pacemaker épicardique chez ces patients-là. Alors, je vous ai mis une petite vidéo juste pour vous montrer que parfois, on a des implantations un petit peu compliquées. Alors, je vais accélérer un tout petit peu. Si j'arrive, mais pas sûr. Non, je peux y arriver. Bon, on ne va pas tout relire, mais globalement, c'est un patient qui avait une tétralogie de Fallot en situs inversus avec une veine cave supérieure gauche persistante et chez qui on devait mettre un pacemaker pour de la dysfonction sinusale associée à des arythmies atriales difficiles à traiter. Et on voulait lui mettre un pacemaker double chambre parce qu'il se posait la question à l'avenir éventuellement de lui ablater le nœud. Bref, et ce patient avait une fuite tricuspide au moins modérée, donc on ne voulait pas risquer d'aggraver la fuite en mettant une sonde à travers la tricuspide. On a décidé de mettre une sonde atriale et une sonde via le sinus coronaire pour justement ne pas passer à travers la tricuspide. Et on s'est servi dans ce cas-là d'un système 3D, parce que vous avez compris que c'est un petit peu compliqué. On a quand même une anatomie particulière en inversus avec en plus une cave supérieure persistante gauche. Et vous voyez qu'on peut maintenant, avec nos sondes, là, reconstruire du volume en 3 dimensions. On le fait pour les ablations, bien sûr, mais y compris pour les stimulations un peu complexes, on peut être amené à faire ce genre de choses. Vous voyez qu'on reconstruit le volume en 3 dimensions. Ça nous permet de bien ensuite faire la fusion avec les images de scanner pour essayer de comprendre où sont les veines qu'on a identifiées comme potentiellement éligibles pour aller mettre une sonde. Alors, la vidéo est un petit peu lente. Donc là, c'est une fois qu'on a reconstruit le système 3D. Et vous voyez là, il y a une veine qui est en train d'être créée parce qu'on est en train de déplacer un guide là que vous voyez en vert là. Vous voyez ici là, une veine qu'on est en train de créer avec un guide qu'on poussait dedans. Et une fois qu'on a repéré cette veine qui nous permet donc de ne pas passer à travers la tricuspide, il nous reste qu'à monter des sondes de stimulation. Donc là, il y a la sonde atriale qui est ici. Et on va rajouter une sonde de stimulation ventriculaire qui va souffler ici dans la veine. La resynchro, donc là en l'occurrence, ce n'était pas un cas de resynchro, c'était une sonde dans un sinus, mais pour autant pas de resynchro. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les congénitaux? Alors c'est un petit peu compliqué. On aimerait finalement extrapoler les données qu'on connaît des patients non congénitaux aux patients congénitaux, mais pour différentes raisons, c'est compliqué de faire un parallèle aussi direct. Parce que les patients ont plus souvent un bloc de branche droit qu'un bloc de branche gauche, et on sait que le bloc de branche droit, ça répond moins bien à la resynchro, parce qu'ils ont des conditions physiologiques un peu uniques, des VD systémiques, des dysfonctions isolées d'un ventricule sous-pulmonaire, un ventricule unique, bref. Donc, il y a pas mal d'études qui se sont posées la question. Et finalement, c'est compliqué d'avoir les idées claires parce que c'est des toutes petites études rétrospectives et observationnelles. Donc, c'est compliqué d'avoir les idées claires. Que disent les recommandations? Je vous les ai simplifiées comme ça. À l'heure actuelle, la recommandation, elle propose quand même d'utiliser la resynchro, même si le niveau de preuve est faible, avec les critères que vous voyez ici. Donc, si vous avez un ventricule gauche systémique
et ben, les critères sont les mêmes que chez les patients non congénitaux, c'est-à-dire une dysfonction ventriculaire sévère avec un bloc gauche à plus de 120 millisecondes. Si vous avez un VD systémique, pareil, il faut avoir une dysfonction sévère du VD systémique associée cette fois à des QRS à plus de 150 millisecondes, donc pas 120 mais 150, des critères un peu plus restrictifs. Et pareil pour les ventricules uniques. Si vous avez une dysfonction sévère d'un ventricule unique, vous pouvez proposer éventuellement une neurosynchro à condition que les QRS soient à plus de 150 millisecondes. Ça, c'est vrai si le patient n'est pas en PAV, c'est-à-dire qu'il y a une conduction atrioventriculaire en 1 pour 1, mais qu'il y a des QRS très larges que vous voulez resynchroniser. Si le patient est en BAV, ça marche aussi. Vous pouvez vous affranchir de la durée des QRS parce que la durée des QRS, ça va être la durée des QRS qui seront stimulés par le pacemaker. Donc, à ce moment-là, si vous avez une dysfonction ventriculaire sévère et un BAV avec au moins 40% de stimulation ventriculaire, vous pouvez également proposer une resynchro. La subtilité de la resynchro chez certains patients, en plus du fait que le niveau de preuve est assez faible, c'est que c'est souvent compliqué par voie endocavitaire chez ces patients-là pour différentes raisons. Là, je vous ai mis plusieurs raisons. Alors, encore une fois, si vous avez un ventricule unique avec Fontan, et ben, vous allez arriver dans le tube, vous ne pourrez jamais aller dans le sinus coronaire pour mettre une sonde gauche. Sur, par exemple, les switches atriaux, vous avez le sinus coronaire qui se draine dans l'oreillette qui reçoit les veines pulmonaires. Pareil, vous ne pourrez pas y accéder par voie veineuse. Et par ailleurs, de toute façon, le sinus, il longe le même ventricule, mais peu importe, vous ne pourrez pas le faire. Et il y a d'autres cardiopathies dans lesquelles ce n'est pas possible. Là, je vous ai mis un CAV opéré. Parfois, le CAV, alors c'est parfois possible, hein, mais les chirurgiens, quand ils opèrent le CAV, parfois, ils mettent le patch de CIA d'une certaine façon qui fait que le sinus coronaire se draine dans l'oreillette gauche, ce n'est pas l'oreillette droite pour préserver les voies de conduction. Donc, dans ce cas-là, c'est plus possible de faire par voie endocavitaire. Et après, il y a d'autres cardiopathies, comme par exemple les doubles différences, qui peuvent être associées à des anomalies du drainage coronaire. Donc, pour toutes ces raisons-là, si on prend les principales études sur la resynchro, et ben, dans plus de la moitié du temps, c'est les appareils qui sont épicardiques. Donc, c'est souvent des choses qu'on va voir avec les chirurgiens ou parfois de façon un peu mixte, où vous pouvez mettre des sondes par voie endocavitaire, comme ici par exemple, des sondes par voie endocavitaire avec une sonde ici atriale et une sonde ventriculaire de déchiration, et une sonde gauche, vous voyez, épicardique qui est tunnalisée ensuite pour rejoindre l'appareil de stimulation ici. Donc voilà, souvent épicardique, parfois hybride. En tout cas, pas toujours très simple de cathétériser le sinus coronaire chez ces patients-là. Si on va encore un peu plus dans le détail de la resynchro sur les VD systémiques, donc c'est une petite population, mais une population d'intérêt. Je vais vous passer ça pour vous dire quoi, qu'encore une fois, il y a pas mal de petites études qui existent. Vous voyez, la plus grande étude publiée, c'était 36 patients. Donc c'est compliqué d'avoir un niveau de preuve robuste. Donc essentiellement des doubles discordances ou des switches à trio avec des VD systémiques. Je ne vais pas revenir tout ça en détail, mais pour vous dire qu'a priori, ça avait l'air de marcher. En tout cas, dans la plupart des études, on avait plus de 50% des patients qui semblaient s'améliorer. Mais encore une fois, avec des critères qui étaient probablement hétérogènes et surtout observationnels, avec des critères comme la classification NYHA ou alors de la fonction ventriculaire, mais qui n'est pas fait en aveugle. Donc, c'est toujours un peu compliqué de bien évaluer la pertinence de ces choses. On avait fait une petite étude française, nous, qu'on a rapportée il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, globalement, ça va dans le même sens. Qu'est-ce qu'on avait retrouvé? On avait retrouvé que vous prenez les ventricules, on avait pris 85 patients avec une cardiopathie congénitale. Sur les 85 patients, on avait identifié, ils avaient tous une resynchro. Hein. Il y en avait 31 qui avaient un ventricule droit systémique. Et globalement, les patients avaient l'air de s'améliorer. Vous voyez, on avait environ 80% des patients qui s'amélioraient, soit sur la classification NYHA, soit sur la fonction ventriculaire. Donc, ça allait dans le sens des études disponibles. On a l'impression que les patients s'amélioraient, mais qu'on manque toujours de données un peu plus robustes. Et il y a un PHRC français qui est en cours, qui s'appelle RIDE-CRT, où justement, on essaye d'avoir un niveau de preuve un peu plus intéressant, où on prend des patients avec un VD systémique, un appareil de resynchro, et on a fait un essai randomisé en crossover où on met 3 mois de CRT on, 3 mois de CRT off, et on compare les patients justement sur différents critères, la VO2, le test de marche, la qualité de vie et l'échographie cardiaque. Donc c'est en cours. J'espère qu'on arrivera à inclure les patients qu'il faut, mais c'est une population qui est assez rare, donc c'est pas si simple. Pour les complications, il y a pas mal de complications chez ces patients-là. Vous voyez, là, j'ai repris une étude, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est une des études, on va dire, assez significatives. Il y a près de 300 patients suivis pendant 12 ans. Et vous voyez qu'après 12 ans de suivi, on avait 35% des patients qui avaient au moins une complication associée au pacemaker. Donc c'est assez énorme. Et c'est un suivi qui est que je peux dire, de 12 ans. Et que c'est des patients qu'on implante soit quand ils sont enfants, soit jeunes adultes. Donc, si vous avez 35% de complications après 12 ans de suivi, vous voyez bien que quand vous serez à 20, 25 ans ou 30 ans de suivi, et ben, c'est quasiment inévitable qu'à terme, un patient aura au moins une complication associée à son pacemaker quand on veut lui implanter.
Cette étude retrouvait quoi? Que de façon peu surprenante, plus vous implantez jeune le patient, plus il y a de complications. Vous voyez, les patients qui étaient implantés avant 18 ans, ils ont un taux de complications plus important. Ça, on va passer. Ça aussi. On va parler un peu de défibrillateurs, mais je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur les pacemakers ou la stimulation. Il y a des indications déjà pour les pacemakers alors, en gros, à l'heure actuelle, les pacemakers sans son, de toute façon, c'est plutôt quand il y a une contre-indication au pacemaker classique. Donc, en théorie, c'est soit s'il y a un risque d'infection qui est très important, ou soit si on a des accès qui sont bouchés. Ça, c'est les principales indications. Chez les patients congénitaux, de toute façon, alors les indications en théorie sont les mêmes, mais nous, parfois, on peut les étendre un petit peu. Par exemple, un patient très jeune, si on veut préserver le capital veineux ou des choses comme ça, on peut être amené à lui proposer un pacemaker sans sonde. Les limites à l'heure actuelle du pacemaker sans sonde, la première, c'est que c'est du stimulation seulement ventriculaire, il n'y a pas de stimulation atriale. Et le synchronisme atrio-ventriculaire, le plus souvent, n'est pas possible. Donc, c'est vraiment une stimulation sans se soucier du synchronisme entre l'oreille et le ventricule. Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la longévité, même si elle est bonne. En théorie, une fois qu'on a mis un pacemaker et qu'au bout de 8 ou 10 ans, il n'y a plus de batterie, c'est compliqué d'aller le retirer. Donc, il faut en mettre un deuxième, puis un troisième. Et en théorie, pour l'instant, on peut en mettre que 3. Après, ça prend quand même de la place dans le ventricule droit. Donc, on aimerait avoir ce genre de système, mais qui se recharge tout seul ou alors qui se recharge à distance. Ce serait vraiment bien. On commence à avoir fait des extractions un peu longues à 4, 5, 6 ans et on se rend compte qu'en fait, c'est possible de les enlever. Donc, ce serait une solution de l'enlever et d'en remettre un. Mais le niveau le nombre de patients avec des extractions au bout de 5, 6, 7 ans est quand même très faible et peut-être qu'on va se rendre compte qu'on en aura fait plus, qu'il y a quand même des complications parce que c'est quand même un pacemaker qui s'engale un tout petit peu dans le ventricule. Donc, si on tire dessus, il peut y avoir des complications associées. Mais je pense que le jour où on sera capable d'avoir des pacemakers qui se rechargent et où on peut avoir une petite capsule comme ça dans le ventricule et dans l'oreillette, parce qu'actuellement, on n'est que dans le ventricule, et ce sera l'avenir de la stimulation et on pourra réduire largement le nombre de complications. Mais c'est un peu tôt, en tout cas, pour l'utiliser chez tous les patients congénitaux. Il y a un poids pour le pacemaker sans sonde? Alors, non, mais c'est impossible à mettre chez un nouveau-né. Nous, on en a mis peut-être 2 ou 3 chez les enfants, mais pour l'instant, on l'a mis chez des adolescents. Il y a certaines équipes qui l'ont mis chez des plus petits. Je ne saurais pas dire le poids minimum, mais à mon avis, ils ont quand même implanté des assez petits qui devaient faire peut-être 15-20 kilos. Le problématique, en plus de la taille du pacemaker, c'est plus la taille de la gaine pour le délivrer, qui est du 27 French, donc c'est quand même une grosse gaine. Et donc, chez les petits enfants, typiquement, ils passent par voie jugulaire en estimant que c'est plus simple pour le mettre. Mais chez les tout petits, c'est quand même assez gros comme gaine, donc on ne peut pas le faire chez les tout petits non plus. Après, si ça se miniaturise, on pourra probablement le faire. Mais... Quelques mots sur les défibrillateurs, mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Pour vous dire quoi, on va avoir les différents systèmes de défibrillation, mais si on parle des indications pour commencer, et pareil, le niveau de preuve est très faible. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'en prévention secondaire, un patient qui a déjà fait un arrêt cardiaque ou une TV soutenue, oui, il a une indication à mettre un défibrillateur. Et la vraie question, c'est en prévention primaire, le patient qui n'a pas fait d'arythmie, chez quel patient j'estime qu'il va avoir un risque important d'arythmie ventriculaire et donc je vais lui proposer un défibrillateur en prévention primaire. Et comme vous voyez, c'est encadré en rouge. La seule cardiopathie qui a des critères un peu spécifiques, c'est la tétralogie de Fallot. Et donc, vous voyez les critères. Si le patient a plusieurs facteurs de risque, donc au moins 2, on peut discuter un défibrillateur chez ce patient-là. Et ces critères, c'est quoi? C'est dysfonction ventriculaire gauche, TVNS, QRS à plus de 180 millisecondes et TV inductible à la stimulation ventriculaire programmée. On peut en rajouter un autre qui n'est pas présenté là, c'est s'il y a beaucoup de fibrose à l'IRM du VD. C'est retenu par certaines recommandations. Et il y a d'autres recommandations qui parlent éventuellement de la fragmentation des QRS. Mais les critères classiques, c'est ceci, et il faut rajouter quand même la fibrose du VD. Dans les autres cardiopathies, c'est compliqué. Si vous avez un ventricule gauche systémique, il faut faire comme les recommandations des cardiopathies non congénitales, c'est-à-dire si vous avez moins de 35% de la FEVG stable malgré un traitement, on va dire pharmacologique optimal, vous pouvez. Et si par contre c'est un VU ou un ventricule droit systémique avec une dysfonction sévère, le grade de recommandation, c'est du 2B. Donc vous pouvez discuter, mais il y a peu d'arguments solides pour proposer un défibrillateur en prévention primaire sur un VD systémique qui défaille ou un VU. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, on est amené à le faire, mais en tout cas, c'est du grade 2B pour l'instant.
pour les phallos, parce que finalement, c'est la cardiopathie pour laquelle on a des données un peu spécifiques, il existe un score de risque, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous en entendez peut-être parler, qui est le score de Kerry, je sais parce qu'il a été rapporté par Kerry il y a un petit moment maintenant, en 2008. Et ce score de risque, vous voyez les critères qui sont associés. Donc, s'il a eu un shunt palliatif, arythmie ventriculaire inductive, QRS à plus de 80, ventriculotomie, TVNS ou pression dans le VG diastolique à plus de 12 mm de mercure. Ça vous permet de calculer un score de risque qui vous prédit un peu le taux d'événement dans le suivi. Mais selon moi, ce score, finalement, alors, il vaut ce qu'il vaut, mais il est difficilement applicable en pratique clinique pour différentes raisons. La première, c'est que déjà, il y a plusieurs critères invasifs. Est-ce que le patient a une arythmie ventriculaire? Ça implique qu'il faut avoir fait une stimulation ventriculaire programmée. Pareil, il faut avoir la pression télédiastolique du VG. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a en pratique courante, donc c'est difficile de l'utiliser. Deuxièmement, il a été quand même construit à partir d'une population très spécifique de patients qui étaient déjà appareillés par un défibrillateur. Donc, c'est compliqué pour moi de l'utiliser sur une population, on va dire, à large échelle chez les phallos. Donc, je ne crois pas qu'il faille l'utiliser en pratique clinique. Il existe un registre français qui s'appelle le registre des 4F qui collecte tous les patients en théorie avec un défibrillateur et une histologie de phallo depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand on met un défibrillateur chez ces patients-là, on se trompe rarement. Vous voyez, c'est les taux de thérapie annuels, donc le taux de choc ou d'ATP délivré par les appareils. Chaque année, vous voyez, 7% en prévention primaire, 7% de choc approprié par an et 12% en prévention secondaire. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais c'est assez énorme. C'est par exemple beaucoup plus que les taux qu'on peut observer chez, par exemple, quand on implante un défibrillateur sur une cardiopathie ischémique. Donc, on se trompe rarement quand on met ces défibrillateurs. Cependant, il y a un taux de complication associé qui est majeur. Vous voyez ici les taux de complications. Il y a pratiquement 9% par an de complications chez ces patients-là, avec surtout des dysfonctions de sonde, des chocs inappropriés, des infections. Donc, on se trompe rarement, mais auprès d'une complication énorme. Dans cette étude, avec un suivi d'un peu moins de 7 ans, on avait presque la moitié des patients qui avaient au moins une complication associée. Et c'est tout l'enjeu qu'on va avoir, c'est de voir dans quelle mesure on peut mieux discriminer les patients à haut risque pour vraiment implanter uniquement les patients qui vont servir dans le défibrillateur et pas les patients qui ne s'en serviront pas. Alors, pour essayer d'avoir moins de complications, on peut essayer de changer de système de défibrilation. Là, dans cette étude-là, c'était majoritairement des défibrillateurs endocavitaires, quelques défibrillateurs épicardiques. Et est-ce que le défibrillateur sous-cutané peut être associé à des meilleurs outcomes chez ces patients-là? Potentiellement, en tout cas, on aurait envie d'y croire parce qu'on a donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, un appareil strictement sous-cutané avec une sonde qui passe ici au-dessus du sternum et donc on n'a aucun matériel implanté dans le cœur. Donc, si vous avez une infection, par exemple, vous n'aurez pas d'infection grave ou d'endocardite. Et par ailleurs, la sonde est un peu immobile comme ça sur le sternum et donc il y a moins de risque de dysfonction de sonde avec le temps. Cependant, déjà, ce système d'expression, on ne peut pas le mettre chez tous les patients pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas de stimulation, c'est vraiment une boîte à choc. Si vous faites un arrêt cardiaque ou une arythmie ventriculaire rapide, il va délivrer un choc électrique. Il ne peut pas stimuler le cœur. Donc, si vous avez une bradycardie associée, ce n'est pas possible, ou alors il faut mettre un pacemaker en plus. Il n'y a pas d'ATP aussi, c'est forcément un choc. Vous n'allez pas pouvoir arrêter une arythmie en stimulant rapidement. Et enfin, et c'est une limite à considérer, tous les patients ne sont pas éligibles. Il y a à peu près un tiers des patients phallos chez qui on ne peut pas l'implanter, tout simplement parce que les QRS ont des morphologies un peu particulières qui seront incompatibles avec ce système de défibrillation. Pourquoi? Pareil, pour ceux qui connaissent mal ce type de défibrillation, en fait, ce n'est pas du tout comme un défibrillateur classique qui enregistre les signaux intracardiaques directement. En fait, ça enregistre. Il y a 3 électrodes. Il y a une électrode de part et d'autre de la sonde ici et une sur le boîtier. Donc, en fait, ça reconstruit une sorte d'ECG avec 3 dérivations et ça analyse l'ECG un peu comme nous, on analyserait un ECG pour essayer de savoir si c'est une TV ou pas une TV. Et donc, il faut que les QRS soient plus amples que l'onde T. Parce que si l'onde T est trop ample par rapport au QRS, en fait, l'appareil va prendre l'onde T pour un QRS et donc il va double compter. Et donc, si par exemple le patient fait un effort, il passe en tachycardie sinusale à 130, s'il compte double, ça fait 260, il pense qu'il est en FV, donc il va envoyer un choc. Donc, c'est pour ça qu'un tiers des patients ne sont pas éligibles parce qu'il faut un certain ratio entre l'amplitude du QRS et de l'onde T. Enfin, l'autre alternative, c'est les défibrillateurs épicardiques qu'on utilise rarement chez ces patients-là, mais qui sont parfois implantés au cours d'une chirurgie ou chez des patients très jeunes. Le problème avec ce type d'appareil, c'est qu'on sait qu'il y a un taux de dysfonction de l'appareil qui est significatif pour différentes raisons, parce que l'appareil est soumis à plus de contraintes au niveau épicardique. Vous voyez que les coils peuvent être dans des positions assez variables en plus, au niveau pleural ou au niveau épicardique. On a en plus des problématiques de croissance quand on implante chez les plus petits. Et donc, quand on reprend la littérature, là, c'est les principales études qui avaient été publiées, avec des suivis moyens d'environ 2 ans.
il y a à peu près un quart des patients qui étaient réopérés, donc ce qui est assez énorme au bout de 2 ans, parce que l'appareil justement dysfonctionnait. Donc, on peut être amené à l'implanter simplement quand on compare directement avec des défibrillateurs endocavitaires. Il faut savoir qu'on a plus de dysfonction de système, comme vous voyez ici, que par rapport aux défibrillateurs endocavitaires. J'en ai fini pour la partie stimulation et défibrillation. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parle d'arythmie, d'ablation ou pas? Et ben dans ce cas-là, j'enchaîne. Donc, on va parler un peu arythmie atriale, ventriculaire et ablation. 2 mots d'épidémiologie avant de commencer cette deuxième partie. Premièrement, l'incidence est vraiment très importante d'arythmie chez ces patients-là. Si on prend les cardiopathie congénitale sévères ou modérées à sévères, comme vous le voyez ici, il y a plus d'un patient sur 2 qui fera au moins un épisode d'arythmie au cours de sa vie. Donc, c'est majeur. Hein. Ça, c'est pour les arythmies atriales, pardon. Si on prend les arythmies ventriculaires, alors l'incidence, bien sûr, va dépendre de la cardiopathie concernée, mais vous avez en orange là les causes de mort subite chez ces patients-là. Et en fonction du phénotype, ça représente à peu près 20 à 25% de la mortalité totale. Donc, beaucoup d'arythmies atriales, plus d'un patient sur 2 au cours de sa vie. Et les arythmies ventriculaires, la mort subite, ça concerne 20 à 25% de la mortalité totale chez ces patients-là. Ce schéma est assez compliqué, mais assez instructif. On ne va pas le reprendre en détail, juste pour vous expliquer pourquoi ces patients font beaucoup d'arythmies. C'est un mélange de beaucoup de facteurs qui sont à la fois des facteurs préopératoires liés à la cardiopathie. Pour reprendre l'exemple le plus classique, ce qu'on va dire, c'est par exemple l'anomalie d'Epstein qui est associée à une très forte prévalence de voies accessoires et donc d'une forte prévalence de tachycardie jonctionnelle. Ça, c'est un exemple en préopératoire. Et en post-opératoire, toutes ces incisions chirurgicales, ces patchs qui vont être mis en place, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais c'est vraiment ça qui va être associé au développement d'arythmie dans le suivi des patients. Il faut savoir qu'il y a un overlap quand même entre les arythmies atriales et ventriculaires pour une raison, en fonction de la cardiopathie, notamment dans les switches atriaux. Là, je vous montre un exemple. Un patient qui avait un switch atrial et une arythmie atriale induite en salle de cathétérisme. Vous avez un flotteur qui est induit. En bas, vous avez une mesure invasive de la pression artérielle ici. Et comme vous pouvez le voir, on commence à avoir une dissociation électromécanique entre, vous voyez, les QRS ici qui ne sont pas toujours associés à une pression invasive. Rapidement, une dissociation électromécanique complète. Et donc, finalement, un flotteur qui va dégénérer en fibrillation ventriculaire. Donc, c'est des patients qui ont des hémodynamiques précaires. Et même une arythmie atriale un peu rapide peut totalement déclencher une arythmie ventriculaire ou être associée avec un collapsus hémodynamique. Pourquoi justement avoir été opéré, faire des incisions, des patchs, ça prédispose aux arythmies ventriculaires? Je vous explique un petit peu comment marche une arythmie et ça explique tout. Vous voyez au milieu un obstacle qui peut être, je ne sais pas moi, la valve tricuspide, qui peut être un patch chirurgical ou une incision chirurgicale. Vous avez les courants électriques qui vont se dépolariser de chaque côté comme ça. On peut résumer ça de cette façon-là. Vous mettez une extrasystole dans le modèle. Avec cette extrasystole, elle modifie le sens de dépolarisation électrique autour de l'obstacle central. Et la dernière chose qui va nous manquer pour créer un modèle parfait pour que l'arythmie perdure, c'est une zone de conduction lente. C'est une zone de conduction lente qui sont très fréquentes autour des zones cicatricielles. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez une extrasystole ici, vous allez avoir cette dépolarisation qui va aller dans ce sens-là et qui va s'arrêter ici, parce qu'elle va tomber sur du myocarde en période réfractaire. Et dans l'autre direction, ça va faire tout le tour de l'obstacle. Et quand ça va venir ici, le fait que la conduction soit très lente ici, ça va permettre à cette partie-là du circuit de sortir de sa période réfractaire, parce que ça vient de se contracter, cette partie-là du circuit. Ça sort de sa période réfractaire et ça permet justement à l'influx de continuer à tourner. Si vous n'aviez pas cette zone de conduction lente, l'influx arriverait rapidement ici. Et ici, ce sera en période réfractaire et vous ne pourriez pas dépolariser le myocarde ici. Mais cette zone de conduction lente, justement, permet au circuit de continuer à tourner. Et c'est tout ce qu'on a dans la cardiopathie congénitale. Vous avez ici une atriotomie, ici un patch sur un ventricule de Fallot. Et c'est des obstacles centraux entourés de zones un peu cicatricielles à conduction lente qui vont permettre justement aux arythmies de se développer et de perdurer. L'ablation par cathéter, un peu comme pour la stimulation, on va regarder un peu les challenges qu'on doit surmonter pour faire ces ablations. Ça commence toujours par un problème d'accès, pour les mêmes raisons, parce que c'est des patients qui peuvent avoir des occlusions, des anomalies du retour veineux systémique, des anatomies complexes, que ce soit un tube extracardiaque, un switch atrial ou autre.
Mais heureusement, on a maintenant, et vous le savez, des systèmes très développés pour faire ces ablations qui nous permettent de s'affranchir ou en tout cas de surmonter ces problématiques sans trop de difficultés si on a un peu l'habitude. Donc là, je vous montre un premier exemple, un patient qui a un switch atrial, comme vous le voyez. Et donc là, avec un cathéter qu'on appelle un pentarrêt, donc il y a plein de petites électrodes, on va le déplacer dans le montage ici, ce qui nous permet de reconstruire du volume en 3 dimensions. C'est la partie grise que vous voyez là. Une fois qu'on a bien reconstruit cette anatomie, on peut fusionner avec les images de scanner. Et donc, si on doit, par exemple, aller de l'autre côté, dans notre oreillette, on peut facilement se localiser par rapport au scanner pour voir quel est le site le plus adapté pour faire cette fonction transseptale. Et donc, une fois qu'on a identifié ce site qui nous paraît bon pour faire la fonction transseptale, on peut, alors là, je vous montre la scopie, mais on peut le faire sans scopie. On peut tout simplement laisser notre cathéter d'ablation ici où on pense que la ponction est bien, mettre notre aiguille de transseptale ici, ensuite pousser pour passer dans notre oreillette, et on arrive avec le guide ensuite dans notre oreillette. C'est ce que vous voyez ici. Ça, c'était la reconstruction initiale avant la fusion par scanner, puis on a fait la ponction, et on a fait donc cette ponction transseptale que vous voyez ici en rose. On peut également, si on veut faire moins de scopies, faire ça en visualisant nos aiguilles transseptales sur le système de 3D. Il suffit de les brancher sur le carto. Et donc, on peut... Ensuite, vous voyez, là, on a le cathéter d'ablation sur la zone qu'on a délimitée en blanc qu'on estime être la bonne pour la ponction transseptale. Et en rouge, on a l'aiguille de transseptale qu'on a branchée sur le système de carto qui nous permet de faire la ponction de cette manière-là. Ça, c'était pour un exemple de switch atrial. Vous avez un autre exemple ici assez similaire, mais pour un ventricule unique avec fontan extracardiaque. Vous voyez que là, on a reconstruit en gris le tube extracardiaque avec un peu d'artère pulmonaire ici. Une fois qu'on a bien reconstruit ça, on peut pareil bien fusionner avec le scanner. On regarde avant le scanner pour être sûr que le tube est bien en contact avec le massif cardiaque. Et pareil, on va mettre notre cathéter d'ablation là où on pense que la ponction est idéale. Et on va venir ponctionner ici avec l'aiguille transseptale et passer à travers. C'est parfois un peu long pour différentes raisons, notamment parce que parfois, souvent en Gore-Tex, par exemple, le tube extracardiaque, peut être un petit peu difficile à dilater. Et donc, on doit utiliser des ballons. Vous voyez bien l'encoche ici du tube là qui est vraiment resserré ici. Et on doit parfois utiliser des ballons avec des diamètres croissants pour petit à petit dilater et être capable de passer nos gaines qui font à peu près à 3 mm. Une fois qu'on est passé dans le cœur, la problématique, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'arythmie, enfin quel est son circuit pour aller l'ablater justement. Et pour ça, pour ceux qui sont peu habitués à la rythmologie, comment ça marche? Eh ben, on doit avoir un cathéter de référence. C'est un cathéter qui est mis quelque part dans le cœur, qui ne bouge pas du tout et qui va nous donner un signal électrique de référence. Vous voyez ici, c'est un flotteur et chaque trait ici, c'est finalement une contraction atriale. Et ensuite, on a différents cathéters de mapping que vous voyez ici, qui ont plein de petites électrodes là. Et le but, ça va être les déplacer partout dans le cœur, enregistrer le signal électrique à chaque endroit du cœur et voir si ce signal électrique, il est avant ou après ce signal de référence. Et s'il est avant ou après, ça va correspondre à une échelle de couleurs qui va ensuite nous permettre de comprendre quel est le circuit de l'arythmie. Donc, on se déplace un peu partout dans le cœur. Et une fois qu'on a fini de reconstruire tout le cœur, vous voyez qu'il y a des couleurs. Et on peut ensuite faire des cartes de propagation comme ça où on voit le flotteur. Donc là, en l'occurrence, c'est un patient avec une anomalie d'Epstein qui a une bioprothèse tricuspide. Quelqu'un saurait dire, là, c'est quoi comme circuit? Donc là, pour vous montrer, là, il y a la veine cave sub qui est là, la veine cave inférieure qui est là. Ça, c'est la note tricuspide qui est marquée en bleu, là. Ça inspire quelqu'un ou pas? Bon, en gros, c'est un circuit péritricuspide, donc le circuit le plus fréquemment rencontré. Hein. Vous avez tout simplement un flotteur qui tourne autour de la tricuspide, donc c'est un flotteur péritricuspide, flotteur commun, et qu'on va aller ablater. Alors, il y a pas mal de points, vous voyez que ce n'est pas toujours simple, enfin, parfois il y a moins de points que ça. On a juste à faire une ligne d'ablation entre la tricuspide ici et la veine cave inférieure. On va brûler toute cette zone-là pour justement interrompre ce circuit qui tourne, et donc traiter ce flotteur péritricuspide. Un autre exemple ici, un patient qui a une CIA opérée. On est sur la paroi latérale de l'oreille droite. Ici, vous voyez la veine cave sup en haut, la veine cave inférieure qui est ici. La tricuspide est là en gris. Et là, vous avez une vue latérale de l'oreille droite, un peu par le bas. Et donc ça, c'est le deuxième circuit le plus fréquemment impliqué. Vous voyez qu'on a une cicatrice d'atriotomie qui est là en blanc. Et vous voyez un circuit qui tourne comme ça autour de la cicatrice d'atriotomie. Et ça, c'est le deuxième circuit le plus fréquemment rencontré après le circuit péritricuspide.
Alors, faut faire attention aux complications, notamment on a le nerf phrénique qui passe sur la partie latérale de l'oreille droite. Et donc, c'est important de bien le repérer parce que si vous brûlez au niveau du nerf phrénique, vous risquez une paralysie phrénique. Donc, c'est très important de faire bien les choses. Et donc, ensuite, d'aller faire une ligne d'ablation entre cette cicatrice-là et la veine cave inférieure en évitant de passer par le phrénique pour éviter tout risque de paralysie phrénique. Là, pareil, c'était une ligne qui n'était pas simple à réaliser. Vous voyez ici la veine cave inférieure, ici c'est la partie basse de la cicatrice d'atriotomie qui est en rouge, c'est des cartes de voltage, donc le violet c'est du myocarde plutôt sain et en rouge c'est des myocardes pathologiques, la cicatrice d'atriotomie. Et vous voyez qu'on fait une belle ligne d'ablation entre les deux pour bloquer cet isthme-là et donc traiter ce flotteur. Encore une fois, il y a beaucoup de points, parfois il y a beaucoup moins de points que ça, mais là en l'occurrence c'est une ablation un peu compliquée. Et là c'est un autre flotteur, pareil sur la partie latérale de l'oreillette droite, mais un peu plus postérieure. Vous voyez que la conduction est très ralentie. Enfin, là, ça va très vite, vous voyez, toute la partie verte. Et là, quand on arrive ici, vous voyez que la conduction devient très, très lente au niveau violet. Là, vous voyez comment c'est très, très, très ralenti. Avant de repartir, je vous remets le début. Voilà, c'est extrêmement ralenti, vous voyez. Et donc là, on voit bien la différence avec le myocarde sain où ça se propage vraiment très rapidement dans l'oreillette. Pour vous montrer une subtilité, donc ça, c'est le patient que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le switch atrial, chez qui on avait fait la ponction transseptale. Et bien finalement, quand on regarde ces deux anneaux, et ben on va voir que le circuit, il est quand même péritricuspide, comme vous allez le voir sur l'anneau après. La seule différence, c'est que donc c'est finalement un flotteur commun, mais c'est vrai que c'est difficile d'appeler ça un flotteur commun, parce que c'est des procédures qui sont quand même nettement plus complexes qu'une ablation de flotteur commun. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une coupe comme ça chez ce patient-là, ben en fait, de par le baffle qui a été créé pour le switch atrial, et ben vous allez avoir du septum entre la veine cave inférieure et l'anneau tricuspide. Donc en fait, ce flotteur commun, il va falloir faire des ablations des deux côtés pour pouvoir bloquer cet isthme, avec à la fois des côtés après la ponction transbaffle de ce côté-là, et côté versant veine cave inférieure, vous allez devoir également faire les tirs de l'autre côté pour bloquer totalement cet isthme-là. Je crois que c'est mon dernier exemple avant de passer à la suite. Voilà, c'est le ventricule unique que je vous ai montré tout à l'heure. On avait fait la dilatation au ballon pour passer. C'est un patient qui avait une atrésie tricuspide. Donc, je vous rappelle que c'est la malformation cardiaque la plus fréquente chez l'adulte. Enfin, chez les adultes qui ont un VU, le phénotype le plus fréquemment rencontré, c'est une atrésie tricuspide. Et ben là, c'était assez original de voir qu'en fait, alors que le patient a une atrésie tricuspide, son circuit il tourne, et donc là, vous avez l'anneau mitral qui est là, vous n'avez pas d'anneau tricuspide forcément vu que c'est un anneau tricuspide. Mais en fait, on a retrouvé un circuit qui tournait ici autour du IS, le IS que vous voyez représenté en jaune, ici, qui est juste collé à une petite zone cicatricielle qui est représentée en grise ici. Et en fait, c'est l'anneau atrétique mal formé. Et ben en fait, même s'il n'a pas d'anneau, cette petite zone cicatricielle centrale d'anneau, et le circuit s'est mis à tourner autour. Donc finalement, c'est un flotteur péritricuspide chez un patient qui a une atrésie tricuspide. Pour ça, je vais vous épargner ça. Donc là, on a vu la première problématique qui est d'arriver à accéder aux cavités cardiaques chez ces patients. C'est pas toujours simple et c'est parfois la partie la plus compliquée ou la plus longue de la procédure. Ça nous arrive parfois de mettre 2 heures à atteindre la cavité qui nous intéresse et ensuite de finir la procédure en moins d'une demi-heure. Donc c'est compliqué, mais quand on a un peu l'habitude, on y arrive globalement quasiment toujours avec un taux de complication qui est très faible. Et ensuite, il faut être capable, une fois qu'on a compris le mécanisme, de traiter efficacement l'arythmie, et c'est-à-dire de faire des lésions transmurales qui vont vraiment prendre toute l'épaisseur du myocarde, qu'il soit atrial ou ventriculaire. Pour ça, on a différents outils qui sont apparus petit à petit. Le cathéter de contact, c'est vraiment quelque chose de très précieux qui nous permet de savoir dans quelle mesure notre cathéter est vraiment en contact avec la paroi ou alors est-ce qu'il est un peu flottant dans l'oreillette. Avec là, on a 3 grammes par exemple, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc ensuite, on va pouvoir essayer de modifier un peu notre position pour vraiment avoir un contact performant avec la paroi. On a l'irrigation qui est également essentielle, qui permet en fait de refroidir la zone d'ablation pour justement créer des lésions plus profondes. Et différentes études, bref, nous montrent que quand on utilise ces nouvelles technologies, on a un taux de succès qui est plus important. Et ça se comprend bien quand on regarde un peu l'épaisseur que peut avoir certaines parois chez ces patients-là congénitaux, avec une épaisseur atriale normale de 3 mm, et là, chez un patient flottant, 14 mm. Donc forcément, c'est quand même plus compliqué. On a besoin de ces outils et parfois, malheureusement, même si c'est rare, on n'arrive pas à être suffisamment efficace avec ces approches classiques. Là, je vous ai mis une petite vidéo qui reprend ça un peu en accéléré pour vous montrer ce que ça fait une procédure en accéléré. Donc, vous voyez,
on reconstruit l'anatomie avec le Pentaray, le cathéter qui a plein de petites électrodes. On se déplace un peu partout. Vous voyez, là, c'est la veine cave sup en haut. On voit que dans cette oreillette, il manque une partie du cycle de l'arythmie. Donc, on sait qu'il y a une partie qui est de l'autre côté, donc on doit aller de l'autre côté. On peut un peu optimiser la fusion. On prend d'autres veines là pour optimiser la fusion avec le scanner. Voilà, ça, c'est le scanner qu'on vient positionner sur notre reconstruction 3D. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, avec l'ingénieur, on délimite une zone qui nous paraît être optimale pour faire la ponction transseptale, avec l'oreillette en face, en transparence. On met le cathéter d'ablation dessus et on vient, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, positionner l'aiguille de transseptale juste à côté et faire notre ponction. Et là, ensuite, on arrive avec notre cathéter dans notre oreillette qui va s'afficher, voilà, le Pentaray dans notre oreillette. Et on va faire la carte des deux oreillettes et ensuite, on va comprendre quel est le circuit. Et là, on ablate le flotteur. Alors, c'est un peu en tout petit, mais vous voyez que c'est très rapide en bas, le cycle de l'oreillette, là, en bleu. Et là, vous voyez, hop, ici, le flotteur, il s'arrête. Et on retrouve un rythme sinusal ou jonctionnel, je ne sais pas. En tout cas, un rythme normal pendant l'ablation. Alors, j'ai quelques exemples, mais on ne va peut-être pas tous les voir. Ça, c'est quoi? Une atrésie tricuspide avec un fontan intracardiaque. Donc là, ça c'est le tube intracardiaque qui est reconstruit. Encore une fois, on peut fusionner avec le scanner pour regarder un peu l'oreillette en face. Là, par chance, on a finalement trouvé un petit shunt résiduel, donc on a pu passer à travers le tube sans faire de ponction. Et vous voyez qu'on a parfois des circuits un peu atypiques qui tournent autour du tube. Vous voyez comment ça tourne autour du tube là, c'est assez original. Et qu'on a pu également arrêter par l'ablation. Vous voyez que le circuit, le patient est en flotteur et hop, il se met en rythme sinusal quand on fait la ligne d'ablation. Alors, je ne vais pas tous les montrer, mais c'est un dernier. Ah, ça, c'est une ablation de tachycardie ventriculaire chez un patient phallo. Donc là, c'est son ventricule droit. En violet, c'est la partie plutôt saine. En rouge, c'est la partie plutôt pathologique, la voie pulmonaire. Ça, c'est une carte en rythme sinusal, donc la propagation quand le patient a son rythme normal sinusal. Ensuite, on va déclencher une TV. Vous voyez une TV là, qui est assez rapide et mal tolérée, donc on doit se dépêcher de faire un mapping. Et ça, c'est le mapping de la TV. Et vous voyez que ça tourne autour de la voie pulmonaire. C'est vraiment de très très loin le circuit le plus fréquent chez ces patients-là phallo, avec une zone de condition très ralentie. Finalement, il tolérait très mal, donc on a dû l'arrêter, mais on l'a redéclenché. On a déclenché une deuxième TV cette fois, et en fait, qui a une morphologie différente, mais qui passe par le même endroit, mais simplement dans l'autre sens, avec encore une zone de très ralentie entre la voie pulmonaire et le page de CIV. C'est vraiment de très loin le circuit le plus fréquent entre la voie pulmonaire et le page de CIV. Et donc, on va faire l'ablation en une extrémité pas optimale, mais vous voyez qu'on arrête la tachycardie ventriculaire pendant l'ablation chez ce patient. Là, encore une fois, beaucoup de tirs, un isthme difficile à bloquer, mais ça ressemble souvent à ça dans les ventricules. Et donc, à la fin, on essaie de redéclencher, on ne déclenche plus, donc on était plutôt satisfait. Là, j'ai repris quelques chiffres de l'HEGP. Alors, ils commencent à dater un petit peu, mais tout ça pour vous dire que, comme je vous expliquais au début, on a de plus en plus de patients et donc on a de plus en plus d'ablations à faire chez ces patients-là. Et avec certains cardiopathies qui sont largement surreprésentés, comme par exemple les phallos, les transports des gros vaisseaux, CAV, double discordance, Fontan, Epstein, et le reste, ça devient plus minoritaire. Vous direz également que pour les différentes raisons que je vous ai expliquées, on a des nouveaux cathéters qui sont plus performants à la fois de mapping et d'ablation. On connaît mieux ces cardiopaties parce qu'on les ablate de plus en plus. Donc les taux de succès, là encore une fois c'était l'HEGP, ont quand même sont largement améliorés. Vous voyez qu'en 2004-2007, on arrivait à 50% de succès. Maintenant, en aigu, maintenant on arrive à plus de 90%. C'est des succès aigus, on a des récidives à distance, mais en tout cas en aigu, on s'est quand même bien amélioré. Et là, j'avais repris quelques chiffres. Vous voyez quand même qu'on récidive à 1 an. Alors, ça dépend quel type d'arythmie. Par exemple, si vous prenez une arythmie comme un flotteur et que vous regardez la récidive de ce même flotteur, vous avez 80 à 90% de succès à 1 an. Après, si vous prenez toutes les arythmies, c'est des patients qui peuvent développer d'autres arythmies, le taux de succès est plutôt de l'ordre de 60-65% à 1 an. En termes de perspective pour l'ablation, c'est surtout vrai dans le phallo, mais ça le sera probablement dans les autres, on arrive maintenant à se poser la question de est-ce qu'on doit faire des ablations préventives. Évidemment, on fait des ablations chez les patients qui présentent des arythmies, aussi parce qu'on sait que ça marche bien mieux que les traitements médicamenteux, mais est-ce qu'on serait capable maintenant d'être suffisamment, d'avoir des critères suffisamment fiables pour dire ce patient-là, il y a un risque d'arythmie, je vais lui faire une ablation, et comme ça, je vais le protéger, ou même peut-être je ne lui mettrai pas des défibrillateur plus tard.
L'exemple le plus caricatural, c'est le phallo. Je viens de vous montrer un exemple d'ablation, mais il y a vraiment 4 isthmes critiques qui sont responsables de plus de 80% des arythmies ventriculaires chez ces patients-là. C'est l'isthme 1, 2, 3, 4. Le plus fréquemment impliqué, comme je vous le disais, c'est l'isthme numéro 3, c'est-à-dire entre le patch de CIV et la voie pulmonaire. Vraiment, l'écrasante majorité des arythmies ventriculaires proviennent d'ici, chez ces patients-là. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on doit aller ablater préventivement certains patients au niveau de cet isthme-là? Il y a différentes équipes qui ont travaillé sur le sujet, notamment ce très beau papier publié il y a quelques années, en fait, où ils ont regardé ces isthmes critiques-là. Ils ont regardé les caractéristiques, c'est-à-dire la largeur de l'isthme, la longueur de l'isthme, et surtout la vitesse de conduction, c'est-à-dire en rythme sinusal, est-ce que l'électricité va doucement ou rapidement au niveau de ces isthmes. Et le résultat principal qui ressort, c'est qu'en effet, le meilleur critère, c'est la vitesse de conduction. Mais si vous avez une vitesse de conduction très lente, inférieure à moins de 0,5 mètres par seconde, et ben c'est des patients qui sont à risque d'arythmie ventriculaire inductible ou dans le suivi. Je vous passe un petit peu ça, mais globalement, dans l'étude, j'ai retrouvé que si vous ablatiez les patients avec des arythmies ventriculaires inductibles ou si vous ablatiez ces isthmes justement chez ces patients-là, même s'ils n'avaient pas d'arythmie ventriculaire inductible, et ben dans le suivi, vous aviez très très peu d'événements ventriculaires. Donc, c'est ce qu'on fait en pratique. Là, vous avez encore une carte d'un ventricule droit. En violet, c'est le myocarde sain. Et là, vous avez la chambre de chasse pulmonaire en rouge qui est donc cicatricielle. On met un cathéter dans le cœur, on stimule très vite le cœur et on voit si on déclenche des arythmies ventriculaires ou pas. Et je vous parlais de l'isthme numéro 3, entre le patch de CIV et la voie pulmonaire, et ben, il est exactement là. Là, vous avez le patch de CIV en rouge, cicatriciel, qui est collé à la tricuspide. Et là, vous avez la voie pulmonaire. Et là, entre les deux, c'est justement l'isthme qui est le plus souvent impliqué. Et donc, on va aller mesurer en rythme sinusal. Ça, c'est une carte d'activation en rythme sinusal. Vous voyez que ça ralentit ici. Et ben, on va justement mesurer la vitesse de conduction avec une formule mathématique très simple. Et si cette vitesse est très ralentie, et ben, il y a certaines équipes qui commencent à justement faire des ablations chez ces patients-là, alors même qu'aucune arythmie ventriculaire est inductible, pour protéger les patients à long terme de ces arythmies. Donc, on peut le faire de façon préventive, mais la question actuelle, c'est surtout, vous savez que ces patients-là, phallo, ils sont souvent revalvés dans le suivi au niveau pulmonaire par voie chirurgicale ou percutanée. Et on sait aussi que si on met une valve percutanée par voie pulmonaire, sur la valve pulmonaire, et ben justement, cet isthme entre la valve pulmonaire et le patch de CIV, il peut être couvert. Et donc, ça peut être difficile, voire impossible d'aller faire une ablation complète une fois que la prothèse est mise en place. C'est pour ça qu'il y a des études maintenant en cours pour évaluer si on doit faire des explorations systématiques avant de valver ces patients-là. Et en gros, si bien sûr le patient a une arythmie ventriculaire, il faut l'ablater avant de mettre la prothèse. Et la question, encore une fois, c'est chez les patients chez qui on ne déclenche rien, mais on voit que cet isthme est pathologique avec des vitesses ralenties, est-ce qu'on doit aller faire une ablation préventive avant que l'isthme soit potentiellement plus accessible après avoir mis la prothèse? Donc c'est vrai pour le ventricule des phallos, mais ça va être vrai pour plein d'autres choses. Par exemple, dans l'oreillette, alors ça, vous n'êtes peut-être pas trop habitué, mais ça, c'est une oreillette droite, encore une fois, d'un patient, veine cave sub, veine cave inf. Et là, en rouge, vous avez la cicatrice d'atriotomie. Et de la même façon, sur certains critères qui restent à définir, ça peut être les cartes de voltage comme ça peut être les vitesses de conduction. Probablement qu'un jour, on sera suffisamment confiant pour dire là, aujourd'hui, on n'arrive pas à déclencher l'arythmie atriale ici, mais on sait qu'un jour, il risque de faire du flotteur en passant par là, et donc on fait une ablation préventive ici. Je vous ai mis également quelques images de stéréotaxis pour ceux qui ne connaissent pas. Le stéréotaxis, c'est quoi? Alors, il y a très peu de centres qui l'utilisent, mais ça peut avoir un intérêt dans les cardiopathies congénitales. C'est une ablation à un robot guidé par un champ magnétique. Donc, vous voyez, c'est deux gros aimants comme ça de part et d'autre du patient qui vont, en se déplaçant, modifier un champ magnétique qui vont permettre de bouger les cathéters avec l'opérateur qui est là, tranquillement installé ici. Et avec sa souris, comme vous allez le voir. J'ai l'impression qu'elle passe pas. Non, ça passe pas. Bon, c'est pas très grave. En fait, là, c'était une démonstration où le petit cathéter, il a été de façon très précise et comme ça avancé à travers les petits anneaux que vous voyez ici. Et donc, l'opérateur, il a juste à choisir la direction de son champ magnétique avec la flèche ici et ensuite, avec la molette, faire plus ou moins pour pousser le cathéter ou le retirer. En fait, c'est quoi le gros avantage de ça? C'est que vous n'avez plus besoin de faire des ponctions transseptales ou transtubes parce que vous pouvez passer par voie rétrograde aortique, c'est-à-dire passer par l'artère fémorale, passer à travers l'aorte, aller dans le ventricule. Bon, ça, on peut faire pareil avec n'importe quel cathéter, sauf qu'on peut du coup aller à rétrograde dans l'oreillette et mapper toute l'oreillette. Alors que ça, c'est pas possible par voie manuelle. Vous pouvez aller dans l'aorte, dans le ventricule, mais vous pourrez difficilement remonter dans l'oreillette et mapper toute l'oreillette. Et donc ça, vous pouvez faire tout ça sans avoir besoin de faire des ponctions complexes.
C'est pas parfait non plus. Pourquoi? Parce que vous voyez que le cathéter, il est un peu particulier, il est tout petit, il a que 2 petits électrodes au bout, donc il sera quand même beaucoup moins précis qu'un cathéter qu'on utilise, que je vous ai montré avec plein d'électrodes. Mais dans certaines indications spécifiques, ça peut avoir un intérêt. Donc, je vais vous montrer après quelques cas cliniques, mais en conclusion, pour ce qui est des pacemakers, je pense que les indications, il n'y aura pas de révolution en termes d'indications, elles sont assez connues, elles se recoupent pas mal avec les patients non congénitaux, avec simplement certaines indications spécifiques pour les BAV congénitaux. Et le futur sera quoi? Probablement de mieux définir la place de leur synchronisation cardiaque. Il y a pas mal de travaux en cours dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, le niveau de preuve est quand même extrêmement faible. Pour autant, il est quand même recommandé dans certaines indications. Et le pacemaker sans sonde sera évidemment, je crois, l'avenir de la stimulation chez ces patients-là. Encore faut-il qu'on ait quelques progrès, notamment la stimulation multisite sans sonde et des prothèses qui peuvent se recharger ou en tout cas s'extraire alors de façon plus facile. Pour la défibrillation, pareil, nos appareils ils sont efficaces. On a plein d'études qui montrent qu'ils sont aussi efficaces chez les patients congénitaux que chez les patients non congénitaux. Toute la problématique est qu'on a des appareils qui sont associés à un taux de complications majeur et qu'il faut donc qu'on soit capable d'améliorer la stratification du risque rythmique pour implanter vraiment les patients qui ont à très très haut risque et éviter les implantations des patients à plus faible risque pour éviter les complications chez ces patients-là. Ce qui est compliqué chez les congénitaux, c'est que c'est des petites populations avec à chaque fois peu de patients et qu'on a déjà du mal à bien stratifier, par exemple, les cardiopathies ischémiques avec pourtant des milliers et des milliers de patients suivis. Donc, vous comprendrez facilement que pour les plus petits phénotypes, c'est compliqué. Même le Fallow, on a du mal. Et pour autant, on ne peut pas se permettre de faire des stratifications en prenant tous les congénitaux en disant il faut implanter tel ou tel patient sur les mêmes critères. On doit avoir des marqueurs ou des paramètres qui sont spécifiques à chaque cardiopathie. Vous avez peut-être vu l'année dernière un papier publié dans l'Européenne, Earth Journal, qui justement commençait à proposer un score de stratification spécifique au VD systémique. Donc, c'est des choses qui restent à valider à plus grande échelle, mais en tout cas, on arrive petit à petit à avoir des moyens comme ça d'individualiser le risque rythmique pour mieux définir nos stratégies de prévention. Et pour l'ablation de cathéter, clairement, on a largement amélioré les taux de succès des procédures. On sait que ça marche bien mieux que le traitement pharmacologique, donc c'est maintenant recommandé en première intention sans aucun doute. L'avenir sera quoi? Comme je vous l'ai dit, les ablations préventives seront probablement le futur. Encore faut-il définir les critères et être suffisamment sûr de nos ablations pour, par exemple, se passer d'un défibrillateur chez certains patients. Et une vraie question également qui à l'heure actuelle a encore peu de réponse, c'est est-ce qu'il faut ablater les fibrillations atriales? On a encore une fois quelques séries disponibles, mais qui sont très très faibles. On sait globalement que ça marche moins bien que les arythmies organisées comme les flotteurs, mais ça c'est pareil chez les patients non congénitaux. Mais en tout cas, je pense que l'ablation de fibrillation atriale n'est pas un traitement de première intention, contrairement aux flotteurs. Mais les données commencent à émerger petit à petit. On voit que chez certains patients, ça peut être efficace. Encore faut-il n'arriver pas trop tard dans l'évolution de la maladie. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que vous savez que dans l'ablation de la F1, on isole les veines pulmonaires chez les patients non congénitaux. Là, c'est un peu difficile d'être sûr on va dire que les mécanismes physiopathologiques sont les mêmes et aller ablater des veines pulmonaires, enfin isoler des veines pulmonaires chez un patient qui a, je sais pas moi, un fontan classique avec une oreille droite énorme. Faire une ponction transeptale pour abattre les veines pulmonaires d'une oreille gauche qui est à peu près normale, c'est difficile. Enfin, voilà, c'est dur de penser qu'on va régler tout problème. Donc, il faudra probablement, pareil, individualiser la prise en charge. J'ai quelques cas. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ouais. Si les peuples ont opéré tôt à la naissance, est-ce que c'est les populations de pathologie, donc des programmes humanitaires, des ados vers 20-30 ans? Alors, les arythmies atriales ou ventriculaires, elles peuvent se développer à n'importe quel âge de la vie. Globalement, quand même, si on doit dégager une tendance, on a quand même la tendance assez forte de dire qu'ils sont opérés à l'enfance et que souvent, il y a une période libre de, je sais pas moi, 10, 15, 20, 25 ans où il ne se passe rien. Et puis d'un coup, les patients se mettent à faire de l'arythmie, mais le plus souvent avec un intervalle libre comme ça. Et après, sur quels sont les facteurs de risque de développer des arythmies? Donc, ça dépend de la cardiopathie. Dans le Fallow, il y en a certaines qui sont reconnues. Et on sait, par exemple, pour les arythmies ventriculaires, cette fois, que
les patients qui ont été opérés il y a longtemps, avec par exemple des grandes incisions chirurgicales du ventricule, sont associés à plus d'arythmie ventriculaire, et que maintenant les nouvelles approches transatriales ou transpulmonaires sont associées à moins d'arythmie ventriculaire. Ce qui est difficile aussi, c'est que quand on modifie les techniques chirurgicales comme ça, bah, finalement les risques rythmiques associés, on le sait que 20 ou 30 ans après. Et donc il y a toujours un décalage entre la modification de la technique chirurgicale, par exemple, et notre évaluation du risque bien longtemps après. Bah ouais, et on le constate déjà, hein, si on prend quelques études qui comparent justement l'ère chirurgicale, par exemple, avant les années 90 ou après les années 90, et ben on voit qu'il y a moins d'arythmie, notamment ventriculaire chez ces patients. Bah, de toute façon, je pense que c'est des patients qui avaient suivi toute leur vie, même s'ils n'ont pas encore développé de troubles du rythme. Donc, nous, comment on s'organise en pratique à l'HEGP? De toute façon, ils ont un suivi régulier, on va dire annuel par les médecins congénitalistes qui leur font également des holters de temps en temps. Et le suivi rythmique spécialisé, il commence globalement que s'il y a des troubles du rythme qui apparaissent. Mais ils sont suivis après, évidemment, on adapte le suivi aux constatations. Si le patient n'a jamais fait de trouble du rythme, on ne va pas forcément lui faire un holter annuel. Mais en tout cas, le suivi rythmique, on va dire, est mis en place par les médecins congénitalistes et qu'il adresse ensuite à un rythmologue s'il y a des problèmes de rythme. Très bien compris, c'est une zone de conduction qui est plus lente. Ouais. Et est-ce que ça se retrouve dans un cœur sain ou c'est là chez les patients qui ont été opérés? Bah donc, en effet, c'est l'isthme critique, c'est vraiment la zone, quand on parle d'arythmie atriale ou ventriculaire, c'est la zone qui est responsable du maintien de l'arythmie. En théorie, un isthme, il est surtout développé dans les régions cicatricielles. Et en fait, c'est une zone de conduction qui est coincée entre deux zones qui ne conduisent pas à l'électricité. Et ce qui fait que ça va rentrer par là. Sur un cœur sain, on n'est pas censé avoir d'isthme critique. La seule subtilité, c'est que par exemple, pour le flotteur commun, donc le flotteur le plus classique qu'on peut retrouver, et ben même si on n'a pas de cicatrice dans l'oreillette, on peut avoir un flotteur commun qui tourne autour de la valve tricuspide. Et donc l'isthme sera l'isthme cavo-tricuspide entre la veine cave et la tricuspide. Et même s'il n'y a pas de zone de conduction très lente, ça va quand même pouvoir parfois tourner autour de la tricuspide. Mais chez les congénitaux, le plus souvent, cet isthme critique, il va être, je peux reprendre d'autres exemples, il va être compris par exemple entre la veine cave et une cicatrice. Je vais reprendre un exemple. Typiquement, l'isthme ici, il est compris entre la veine cave inférieure qui est là. Ça, c'est la cicatrice d'atréotomie. Donc, il y a deux zones qui ne conduisent pas du tout l'électricité. Donc, l'électricité est obligée de passer entre les deux. Et vu qu'en plus, la zone elle est cicatricielle avec ralenti ici, l'isthme critique, il est ici. Ça, c'est pour un exemple dans l'oreillette. Un exemple dans le ventricule. Ben, on va regarder les schémas de Fallot. Et ben, pareil, à chaque fois, il faut qu'il y ait deux zones qui ne conduisent pas à l'électricité. Donc là, par exemple, on a entre la tricuspide et l'incision chirurgicale, ou soit entre l'incision chirurgicale et la voie pulmonaire, soit entre le page de CIV et la voie pulmonaire, soit entre le page de CIV et la tricuspide. À chaque fois, il y a deux structures inertes, et donc l'électricité va passer forcément entre les deux. Et si en plus, entre les deux, l'électricité est ralentie, une arythmie peut perdurer. Et de très loin, ce qui est le plus fréquent dans les phallos, c'est l'isthme numéro 3, donc entre le page de CIV ici et la voie pulmonaire. Et donc nous, on va aller brûler ici pour totalement interrompre la connexion électrique et donc ça ne puisse plus tourner autour. Et puis quand vous stimulez les trucs de rythme, c'est ça électrique? Alors, c'est électrique. En fait, quand tu te déplaces dans un cœur avec des cathéters, tu as des extrasystoles mécaniques, c'est-à-dire que c'est comme quand tu mets un guide ou je sais pas quoi, le ventricule, il va pas être content, il va faire des extrasystoles, tout ça. Donc parfois, on le stimule comme ça mécaniquement, mais c'est pas comme ça que tu vas faire une stimulation. Normalement, tu te mets dans le ventricule droit, là, c'est ce qu'on fait ici, et on stimule avec des protocoles assez standardisés. Par exemple, on fait un train de stimulation à 400 millisecondes, c'est-à-dire 150 par minute, et puis à la fin, on délivre une extrasystole très rapide, voire 2, voire 3, et on rajoute plein d'extrasystoles comme ça. C'est ce qu'on fait ici, et donc soit on déclenche rien, soit ça déclenche une TD. Hop, excusez-moi. Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va faire quelques cas.
Donc un premier cas, un patient de 48 ans avec un switch atrial, une chirurgie de Mustard et qui se plaint de dyspnée depuis une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un a un diagnostic? Oui, il a à risque de rythme atrial. Donc là, est-ce qu'il est en rythme sinusal ou est-ce qu'il est en arythmie atriale? Bon, vous êtes un peu loin en même temps. Bon, en gros, ce qu'il faut voir, alors déjà, c'est un switch atrial. Comme je disais tout à l'heure, ils ont souvent une dysfonction sinusale. Vous verrez souvent soit une bradie sinusale, soit très fréquemment un rythme jonctionnel à 50, 60 par minute. Donc déjà, un patient de 48 ans qui a un switch atrial et qui est au repos et rapide comme ça, c'est louche. On n'a pas trop envie de croire qu'il est sinusal. Après, si vous zoomez un peu, vous êtes un peu loin pour ça, mais en fait, on voit qu'il y a une activité atriale qui se répète là avant le choc QRS et là dans le T, là, vous voyez qu'il y a une petite déflexion positive là. Et donc en fait, c'est un flotteur, c'est une arythmie atriale flotteur en 2 pour 1. Sur votre prise en charge d'un flotteur en 2 pour 1 chez ce type de patient. Est-ce que vous le laissez rentrer à la maison? Ouais, on va le garder pour différentes raisons, mais aussi parce qu'on sait que les switch atriaux, ils peuvent mal tolérer rapidement ça, et donc ça peut s'aggraver. Et le traitement sera assez classique, mais il faudra bien porter à l'anticoagulé, hein. Le ralentir un peu avec des bêta-bloquants, et surtout l'ablater, ou alors le cardioverser, mais globalement, on sait quand même que si vous faites que le cardioverser, il risque de récidive, donc il faudra plutôt l'ablater. C'est quand même le moment de vous rappeler aussi que, et c'est pour ça que c'est important, je crois, de prendre ces patients en charge dans les centres de référence, c'est important qu'ils soient réévalués de façon un peu complète. C'est pas seulement par un rythmologue qui va passer par là pour l'ablater. Il faut lui faire une belle échographie, voir s'il n'y a pas d'autres problèmes à gérer, une dysfonction ventriculaire, une sténose d'un chenal ou un truc comme ça. Il faut vraiment que ces patients aient une réévaluation hémodynamique complète, parce que ça peut vraiment être un tournant de la maladie d'avoir une arythmie atriale. Pour synthétiser les indications de traitement anticoagulant chez les patients congénitaux qui font des arythmies atriales, c'est assez simple. Si le patient a une cardiopathie simple, vous pouvez utiliser le score Schatzvask. En tout cas, c'est ce qui est proposé par la recommandation. Donc, cardiopathie simple, je sais pas moi, CIA isolé, CIV isolé, opéré. Vous pouvez prendre le score Schatzvask et l'appliquer. Si le patient a une cardiopathie modérée ou complexe, s'il est en arythmie atriale, vous devez l'anticoaguler sans vous poser de questions. Ensuite, il y a la question, c'est est-ce qu'on met des AVK ou des AOD? Là, les choses évoluent un peu en permanence parce que c'est relativement récent encore chez les congénitaux. Mais globalement, plus les années avancent, plus on utilise des AOD largement chez ces patients-là, avec une nuance peut-être pour les ventricules uniques et les circulations de fond de temps, où là, c'est assez hétérogène en fonction des centres, mais il y a pas mal de spécialistes qui, pour l'instant, préfèrent les AVK chez ces patients-là. Mais en tout cas, de plus en plus, on peut être amené à utiliser l'AOD chez les patients congénitaux. Et on le fait de plus en plus. Alors ça, on l'a déjà vu. Je vais vous passer. Cas numéro 2, une patiente de 46 ans avec une atrésie tricuspide et un fond de temps extracardiaque qui se plaint de palpitations. Est-ce que quelqu'un veut vous interpréter le CG ou nous dire ce qu'il en pense? Bon, il a aussi un pacemaker qui stimule un peu n'importe comment. Mais à part ça... Est-ce que le rythme est sinusal ou pas? Non, alors il est quoi? Alors, il est irrégulier en tout cas. Alors, circulation atriale ou flotteur, en fait, là, on voit quand même, mais vous êtes un peu loin quand même, mais qu'il y a des belles ondes de flotteurs là, qu'on voit bien ici, là.
Donc, en fait, il est en flotteur à conduction variable. C'est pour ça que les QRS sont irréguliers. Et en fait, si on a un peu l'habitude, mais encore une fois, c'est un peu loin, ça ressemble en plus vraiment à des ondes de flotteurs communs, en tout cas flotteurs péritricuspides, ce qui peut être assez étonnant, mais finalement, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure. La question, c'est est-ce qu'il faut faire une ablation? Est-ce que vous faites en première intention une ablation chez ce patient-là ou pas? Bon, la réponse est oui. Je pense que la plupart des centres le feraient en première intention. Après, c'est des choses qui sont à discuter avec le patient, hein, mais on sait que le risque de récidive est majeur. Donc, sauf cas très particulier, cas très particulier, pardon, on fera une ablation en première intention. Je vous l'ai déjà montré. C'est pas simple, c'est même compliqué. Mais si on a l'habitude de le faire, on y arrive quasiment dans tous les cas et une complication qui est vraiment très faible. Ça, c'est pareil que tout à l'heure. Une vraie question. Vous arrivez à faire l'ablation de ce flotteur sur Fontan extracardiaque. Au bout de 6 mois, le patient n'a pas récidivé. Est-ce que vous pouvez arrêter le traitement anticoagulant ou pas? Il y a des récurrences, ouais. Et encore, tout à l'heure, je mettais les taux à 1 an, mais c'est pas qu'il n'y en a pas après, c'est que c'était pour avoir un cut-off, mais il y en a encore plus après si on se pose la question après 1 an. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire à cette question. Premièrement, il n'existe aucune recommandation sur le sujet. Et deuxièmement, ça va dépendre de plein de facteurs. Et donc, c'est vraiment des choses qu'on discute tous ensemble en fonction de plein de facteurs. Là, j'en ai mis quelques-uns. Est-ce que c'est son premier flotteur ou en fait, il a déjà été ablété 4 fois et il fait plein de flotteurs? Est-ce que c'est une cardiopathie simple ou au contraire très complexe, multi-opérée? Même pendant l'intervention, est-ce que vous avez déclenché qu'une seule arythmie ou est-ce qu'à la fin, vous en déclenchez plusieurs? C'est quand même pas tout à fait pareil. Si pendant une procédure, vous déclenchez, je sais pas moi, 5 flotteurs différents, vous dites bien qu'il est quand même à risque d'en refaire. Est-ce que c'était une arythmie assez simple, c'est-à-dire encore une fois un flotteur péritricuspide classique, donc on a bloqué l'isthme, on est assez confiant, ou est-ce que c'était plutôt des cicatrices un peu diffuses? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque embolique? Évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque de saignée? Est-ce qu'il y a eu des symptômes pendant l'arythmie? C'est quand même un bon moyen de survie. Est-ce que si le patient, dès qu'il passe en flotteur, il le ressent tout de suite, vous pouvez vous dire que vous pouvez arrêter le traitement anticoagulant peut-être, et s'il en refait, de toute façon, vous serez au courant très vite. Si à l'inverse, il est resté des mois sans rendre compte et que vous ne pouvez pas vous en apercevoir, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que le patient a un PACE ou un DEF ou un reveal avec télécardio, ce qui fait que s'il récidive, vous le saurez toujours? Bref, il y a tout ça à prendre en considération qu'on ne peut pas dire oui ou non. Je crois que chez elle, on a arrêté le traitement anticoagulant parce qu'elle n'a pas récidivé et maintenant, ça fait plusieurs années. Mais il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend de tout ça et c'est des choses vraiment qu'on discute tous ensemble. Passons de 38 ans avec une tétralogie de Fallot, une IP sévère qui va avoir une valvulation pulmonaire percutanée avec quelques TVNS au Holter. Est-ce que vous planifiez quelque chose avant la valvulation? Voilà, merci. Mais alors, c'est pas encore... Enfin, c'est les mêmes images. Pour vous dire quoi, que c'est pas encore recommandé. Enfin, si déjà avant 2020, il n'y a aucune recommandation qui parlait de ça, de est-ce qu'il faut faire une exploration électrophysiologique chez ces patients-là. Et depuis les recours européens de 2020, c'est bien précisé, ils disent que si le patient a déjà fait de l'arythmie ventriculaire soutenue, il faut le faire, d'accord. Si par contre le patient n'a pas fait d'arythmie ventriculaire soutenue, les recommandations disent que c'est under investigation, donc il y a plein d'études sur le sujet, on ne sait pas, mais en tout cas une bonne proportion des centres maintenant le font de manière systématique ou en tout cas dans le cadre de certains protocoles. C'est discutable, mais là, chez ce patient-là qui fait en plus des TVNS, c'est honnêtement pas discutable parce que s'il fait plusieurs TVNS, il faut quand même aller voir ce qui se passe et l'ablater avant que la zone soit plus accessible. La SVP, c'est la seule cardiopathie dans laquelle ça a bien été étudié, c'est le Fallot. En tout cas, c'est la seule cardiopathie chez qui on a montré un intérêt pronostique. Pareil, c'est encore Kerry qui a publié ça il y a presque 20 ans maintenant sur 250 patients. Où vous voyez, en fonction du résultat de la SVP, si le patient n'était pas inductible, si c'était une TV monomorphe qui était inductible ou une TV polymorphe, vous voyez bien que le taux d'événement dans le suivi est largement différent. C'est pour ça que c'est rentré dans la recommandation pour stratifier le risque de ces patients-là. Mais dans les autres phénotypes, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un intérêt pronostique, donc il n'y a pas tellement de raisons à l'heure actuelle de faire une SVP dans les autres patients, sauf chez les arythmies ventriculaires qu'on veut reproduire pour les ablater, par exemple. C'est vraiment dans la théorie de Fallot. Et c'est comme ça qu'on doit l'utiliser d'ailleurs, la SVP dans le Fallot. Dans la recommandation, ça doit être utilisé pour stratifier le risque des patients qui ont d'autres facteurs de risque. C'est-à-dire si le Fallot a 0 facteur de risque, vous ne devez pas faire une SVP à tous les Fallots. Mais par contre, à partir du moment où vous avez au moins un facteur de risque, vous êtes en droit de discuter une stimulation ventriculaire pour voir si vous déclenchez une arythmie ou pas et voir si vous l'ablatez.
Les autres critères, je vous les ai remis là, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important de les garder en tête. QRS à plus de 180 millisecondes, dysfonction VG, TVNS et fibrose du BD. Et en fonction de ça, on verra si on a un défilateur. Ça, je ne vous montre pas. Il y a une étude récente qui a montré justement qui a évalué le fait de faire une stimulation ventriculaire programmée systématiquement chez les patients phallo avant valvulation. C'est-à-dire, peu importe si c'est des facteurs de risque ou pas, on leur fait tous une stimulation et on voit si on en déclenche beaucoup ou pas. Et bien, sur 120 patients, il y a quand même un patient sur 5. Donc, ce n'est pas énorme, mais on ne peut vraiment pas dire que c'est négligeable non plus. Un patient sur 5, c'est qui ont déclenché une arythmie ventriculaire. Et donc, chez qui on allait faire ensuite soit une ablation par cathéter avant de faire la valvulation, soit on peut demander au chirurgien également de faire une ablation chirurgicale pendant le geste. Et un certain nombre de patients également ont eu un défilateur implanté. Donc, encore une fois, ce n'est pas recommandé de façon systématique, mais en tout cas, ça doit clairement être discuté quand vous adressez un patient pour une valvulation. Et si on veut aller encore un peu plus loin, chez ces patients-là phallo, là, en dehors forcément du contexte de la stimulation de la valvulation pulmonaire, et ben, les recommandations ouvrent la porte éventuellement à l'ablation par cathéter en remplacement du défibrillateur. C'est-à-dire chez certains patients qui font la TV, c'est du grade 2B, hein, mais les recommandations disent que si vous faites une ablation avec des bons endpoints, c'est-à-dire vraiment toutes les arythmies sont supprimées, vous avez fait des blocs dans les isques que vous avez ciblés, le patient n'est plus inductible, et qu'en plus il a une bonne fonction biventriculaire, vous pouvez éventuellement proposer de ne pas mettre de défibrillateur pour justement s'affranchir des complications qui sont importantes à long terme. Et donc l'avenir, ce sera probablement ça, c'est d'être capable, chez ces patients phallo, sur différents critères non invasifs, ECG, IRM, peu importe, identifier des patients à haut risque, chez qui on fera une stimulation ventriculaire programmée et chez qui on va ablater de façon préventive les isthmes potentiels pour justement ne pas avoir besoin de mettre un défibrillateur en prévention. Chez ce patient-là, donc c'est le même patient, hein, indication de valvulation, TVNS, les QRS qui sont très larges, la stimulation ventriculaire est négative. La question c'est est-ce qu'on met un défibrillateur? Il faut regarder les recommandations. C'est du 2A, donc il ne faudra pas forcément mettre un défibrillateur, mais le patient a deux facteurs de risque, il a des TVNS et des QRS à plus de 180 millisecondes. Donc vous pouvez vous poser la question, il y a quand même une tendance de plus en plus à essayer d'éviter d'implanter des patients en prévention primaire pour ce risque de complications majeures dont je vous ai parlé. Et même si on peut le considérer, je pense qu'il n'y a finalement pas beaucoup de centres qui implanteraient les patients avec une stimulation ventriculaire négative. Alors après, ça dépend les TVNS. Hein. Si c'est TVNS très courte, lente, c'est pas de problème. S'il fait les TVNS très rapides, moches, mais que pour autant on n'arrive pas à l'induire, peut-être qu'on se posera quand même la question. Je crois que c'est mon dernier cas ou avant-dernier cas, un patient de 32 ans qui a une anomalie d'Epstein avec une chirurgie tricuspide prévue, qui se plaint parfois, mais relativement rarement de palpitations, et qui est adressé pour chirurgie. La question, c'est est-ce qu'on doit prévoir une explo électrophysiologique avant la chirurgie ou pas, pour ces rares épisodes de palpitation. Alors, est-ce que oui, et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez rechercher plus spécifiquement chez ce patient? Quoi? De déclencher des arythmies. Il y a une étude qui l'a fait systématiquement. C'est-à-dire que même chez les patients qui n'avaient pas d'application, ils ont mis tous les patients au bloc d'électrophie avant la chirurgie et ils ont stimulé ces patients-là en différenciant un peu les résultats entre les patients qui n'avaient pas de problématiques rythmiques et les patients qui avaient des problématiques soit documentées, soit au moins des symptômes des palpitations. Et vous voyez que chez une proportion assez importante des patients, ils arrivaient à déclencher des choses. Alors, il y a un peu toutes les arythmies possibles, des arythmies, des flotteurs, FA, TV, réentrée intranodale, vol Parkinson-White, mais vous voyez que de très loin, et ce n'est pas très étonnant, ce qui prédominait, c'était quand même les voies accessoires, 15 vol Parkinson-White ici dans le groupe, avec une arythmie suspectée. On sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la prévalence est très importante de voies accessoires chez ces patients-là, 25%. Et quel est le rationnel de faire ça avant la chirurgie? Et c'est tout simplement qu'en fonction du geste chirurgical qui va être réalisé, il y a une partie de l'anneau qui pourrait être plus difficilement accessible. Et donc peut-être que l'ablation par cathéter après la chirurgie sera plus difficile, si ce n'est impossible. C'est vrai notamment pour tous les substrats qui sont proches de l'anneau, parce que la chirurgie elle va être au niveau de l'anneau. Donc c'est les voies accessoires, certains flotteurs, comme par exemple un flotteur péritricuspide, qui pourrait être plus difficilement ablatables après la plastie, par exemple. Ou alors, si c'est une arythmie ventriculaire, je ne sais pas si le chirurgien fait une plicature du VD, tout ça, c'est des zones qui peuvent être moins accessibles après chirurgie. Donc, on doit se poser la question,
c'est pas recommandé de manière systématique, mais on le fait quand même de plus en plus systématiquement, d'explorer ces patients-là. Et là, en plus, alors pour ceux qui ont un peu l'habitude, la précipitation n'a pas l'air majeure, mais vous voyez qu'il y a un nombre delta, il y a un petit empattement du QRS initial, et surtout, il n'a pas de bloc de branche droit. Vous voyez là. Et quand vous avez un Epstein sans bloc de branche droit, c'est quand même très très louche. Et en fait, il faut suspecter une voie accessoire chez tous les Epstein qui n'ont pas de bloc de branche droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors que normalement la dépolarisation du ventricule droit est retardée par l'Epstein, si vous avez une voie accessoire à droite, et ben justement, en fait, ça permet de, entre guillemets, resynchroniser artificiellement le VD. Et donc, vous avez cet aspect de bloc de branche droit qui disparaît. Je vais vous le remontrer juste après. Bon, ce n'est pas la plus belle image qui existe, mais ça, c'est un Epstein avec un ventricule droit, la notre cuspide est là. Là, vous avez la partie atrialisée du VD en rouge qui est assez cicatricielle. Et là, c'est des tirs d'ablation qui ont été réalisés sur une voie accessoire. Comment on voit ça? Il faut avoir un petit peu l'habitude, mais ça, c'est les signaux qu'on voit en ablation, nous. Vous avez les 4 premières lignes qui sont le scellé de surface. Ça, c'est notre cathéter d'ablation, les 3 lignes ensuite. Et ça, peu importe, c'est notre cathéter. Là, on commence l'ablation. Et en fait, quand on fait une ablation de voie accessoire, on doit rechercher le signal atrial qui est collé au signal ventriculaire. Forcément, si vous avez une communication électrique entre l'oreillette et le ventricule, les deux signaux vont être totalement collés. C'est ce qu'on voit ici. Alors, il faut me croire un peu, mais ça, c'est l'oreillette. Et là, il y a le ventricule qui est juste derrière. On commence l'ablation et vous voyez que la morphologie va changer d'un coup. Là, vous avez une onde P et en fait un QRS qui est collé avec une onde delta qui est négative ici. Et pendant que vous brûlez, d'un coup, tout ça change. Vous avez une onde P qui est là, un PR qui devient normal, qui n'est plus de court, et des QRS qui changent totalement. Et c'est qu'en fait, là, vous avez fait disparaître la voie accessoire. Alors, les signaux sont un peu artefactés parce qu'on est en ablation. Mais là, vous avez décollé, vous avez l'oreillette qui est là, du ventricule qui est là sous le cathéter, alors qu'avant, les deux étaient collés. Et justement, tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas de bloc de branche droit avant ablation. Post-ablation, vous voyez qu'il y a un bloc de branche droit qui est apparu. C'est pas qu'on a brûlé la branche droite, c'est juste qu'on a brûlé cette voie accessoire et donc il n'y a plus cette resynchronisation un peu artificielle par la voie accessoire. Donc, encore une fois, si vous avez un Epstein, sauf si c'est un Epstein assez mineur, tout ça, si vous avez un Epstein sans bloc de branche droit, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une voie accessoire? Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est une ablation d'Epstein chez un petit, 20 kg. C'est une carte d'activation, ça c'est l'oreille droite et le ventricule droit. Et vous voyez que vous avez le IS, normalement, c'est censé passer par là. Et là, ça passe par ici. Donc, vous voyez qu'il y a bien une voie accessoire qui est postéroceptale droite. Ça, c'est en rythme sinusal. Ensuite, on va faire une carte en tachycardie. Et en tachycardie, ça descend par le IS, comme vous voyez ici, hop, et ça remonte par là. Donc ça passe par cette voie accessoire, mais dans l'autre sens, cette fois, c'est une tachycardie orthodromique qui descend par la voie accessoire, qui descend par le nœud qui est en voie accessoire. Peu importe, là, on fait une troisième carte en stimulation ventriculaire, ce qui ne change pas grand-chose. On stimule le ventricule et on voit bien que ça remonte par ici. Et avec cette voie accessoire, elle est très large. Normalement, une voie accessoire sur un cœur sain, c'est un point. Et là, elle est vraiment très large. Donc, on va devoir faire pas mal de tirs d'ablation pour s'en débarrasser, comme vous le voyez. Et à la fin, on n'avait plus de voie accessoire. Donc là, on refait une carte et vous voyez que ça remonte, ça descend plus du tout par ici. Et voici mon dernier cas, une femme de 44 ans, situs inversus, double discordance, lévocardie, qui a un pacemaker endocavitaire double chambre avec des produits BAV complets avec des QRS 180 millisecondes, une dysfonction sévère d'un BD systémique et TVNS, et qui reste très symptomatique à l'effort. Elle a un traitement pharmacologique optimal. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer de plus? Ouais, resynchro. Et qu'est-ce qu'on peut discuter d'autre? Voilà, le défibrillateur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un VD systémique, donc en prévention primaire, vu qu'il n'a pas fait d'arythmie ventriculaire soutenue, on est en grade 2B, mais on peut le discuter. C'est ce qu'on a fait chez elle. On a fait un scanner parce qu'on voulait voir dans quelle mesure on pouvait l'upgrader pour un resynchro par voie endocavitaire. Simplement avec les radiologues, on a vu qu'il n'y avait aucun sinus coronaire exploitable, puisque dans les doubles discordances, on a des anomalies comme ça du sinus coronaire, ou en tout cas du drainage coronaire. Et donc, on a décidé, vous voyez là, c'est le pacemaker avant grade. On a donc deux sondes endocavitaires, une sonde atriale, une sonde ventriculaire chez ce patient-là. Ça, on a déjà vu. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a fait, je vous le montrer tout à l'heure. On a commencé par lui extraire la sonde ventriculaire parce qu'on voulait limiter le nombre de sondes. Donc, vous voyez que cette sonde ventriculaire, elle a
Elle a disparu, si je ne dis pas de bêtises. Et on l'a remplacée par une sonde de défrayation que vous voyez ici, avec un collier de défrayation. On a demandé au chirurgien de faire une sonde épicardique qu'on a tunnalisée. Et alors là, c'est un peu dommage que ce n'est pas la même échelle de QRS, donc c'est difficilement comparable. Mais en tout cas, les QRS étaient plus fins après qu'avant, à 140 millisecondes au lieu de 180 millisecondes. Et ça, c'est ma dernière diapo. C'est un patient que j'ai vu quand j'étais à Montréal. Juste pour vous expliquer que parfois, on arrive à des situations un petit peu compliquées. J'ai plus la cardiopathie en tête, mais le quiz, c'est d'essayer de comprendre combien il y a de devices cardiaques implantés et de les identifier. Pardon. Je ne me rappelle plus, mais je vais retrouver avec vous. Donc, si vous en trouvez un, dites-moi et me dire ce que c'est comme type d'appareil. Ok, j'ai entendu DEF sous-cut et un pacemaker. Je crois que c'est un DEF. Mais... Donc, ça fait 2. Il y a quoi d'autre? Ouais, il y a une assistance. Ça fait 3. Il en manque au moins 2, je crois. Comment? Ouais, en fait, c'est le DEF, là. Je l'ai compté comme ça. Bon, les autres sont un peu plus subtils, mais... Il y a un anneau, mais bon, il y a un anneau là. Mais je ne connais plus la cardiopathie. Et il y en a encore 2 autres. Il y a un clip. Et là, c'est quoi ça? Je crois que c'est ça, mais je ne vois pas très bien. Bon, en gros, il y a un pacemaker sans sonde. Et je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Si l'histoire, c'est qu'il avait... Il avait un... Son device endocavitaire ne marchait plus. Et donc, ils ont décidé de lui mettre un DEF sous-cut qui a été mis en place. Et le lendemain ou le surlendemain, à la télémétrie, en fait, on a vu qu'il faisait du BAV. Et on a besoin de le stimuler. Et donc, il y a un micra qui a été rajouté. Donc, voilà, tout ça pour vous expliquer que c'est sûr que ce n'est pas trop idéal là, en termes de device, mais qu'on arrive parfois à associer des pacemakers et des défrayateurs. Ça nous arrive assez souvent de mettre, enfin souvent, un DEF sous-cut plus un pace épicardique ou un micra plus autre chose. Et que, vu que ces patients ont souvent des problèmes d'accès ou de contre-indication de certains devices, et ben on est amené à faire des choses un peu complexes comme ça. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Et ouais, je ne sais pas s'il y a des discussions dans le Zoom, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à regarder le Zoom. Bon, je ne sais pas. Dans ce cas-là, je vous libère et je ne sais pas, mais je pense que là, c'est la pause déjeuner, je pense. Et que vous avez la pause. Voilà, merci.